Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de féminisme et de cinéma. Sujet dangereux. Je suis en terrain glissant, ça va être très compliqué, mais je vais le faire quand même. Et j'ai voulu faire cette vidéo par rapport à tout ce qui s'est dit sur Birds of Prey. Parce que Birds of Prey, c'est un film, au niveau de la com, qu'on nous a vendu, genre, regarde, c'est un super film parce que c'est un film donc sur des femmes, aucun problème là-dessus, mais c'est un film qui est aussi réalisé par une femme, et c'est un film qui est écrit par une femme. Comme si, en fait, c'était un argument valable pour que le film soit bon. Malheureusement, pour moi en tout cas, et j'en ai fait la critique, je vous mets le lien justement pour que vous puissiez aller la voir, pour moi c'est un très mauvais film, vraiment. Et c'est un très mauvais film, non pas parce que c'est réalisé par des femmes ou je sais pas quoi, comme on a essayé parfois de nous le dire, non, c'est juste parce que en tant que film, en tant que scénario, en tant que réalisation, pour moi, ce n'est absolument pas bon. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai envie de vous parler de deux films qui vont justement parler de féminisme et qui vont être pour moi véritablement représentants du féminisme, et un autre qui fera peut-être un peu plus grincer des dents les féministes les plus durs, on va dire. Alors d'un côté, il y a Thelma et Louise et Les Accusés, et celui qui fera peut-être un peu plus grincer des dents, c'est La Fièvre au corps, film sorti en 82, réalisé par Laurence Kasdan, avec William Hurt et la superbe Kathleen Turner. Alors évidemment, les deux films que je vais vous citer sont des drames, donc Birds of Prey n'a rien à voir avec ça, c'est une pure comédie d'action. Mais même dans une pure comédie d'action, on peut faire les choses bien. On peut travailler un scénario, on peut travailler des personnages. L'un n'empêche pas l'autre. Et le problème de Birds of Prey, c'est que ça ne travaille ni l'un ni l'autre. C'est juste pour moi une pure gaudriole qui ne sert absolument à rien. Tu peux parler d'émancipation, bien sûr, et il faut en parler. Et même dans une comédie. Mais parle-en bien, quoi. Je sais pas, moi, fais des personnages intéressants, des situations pertinentes, je sais pas, moi, une réalisation peut-être un peu mieux travaillée, à la limite, la réalisation passe, si tu veux. Mais moi, je parle vraiment du traitement des personnages. Même dans une comédie parlant d'émancipation de la femme, tu peux faire les choses quand même d'un autre niveau que Birds of Prey. Alors, Thelma et Louise et Les Accusés, ce sont clairement deux films qui sont à l'inverse de ce qu'ont voulu nous vendre les gens qui sont occupés de la com de Birds of Prey, c'est-à-dire du grand cinéma, c'est-à-dire de grandes actrices, des scénarios superbement bien écrits, une réalisation évidemment aux petits oignons, et ce sont deux films qui n'ont pas été vendus par le prisme de « regarde, ce sont des films que réalisés par des femmes, que scénarisés par des femmes, avec que des femmes dedans, et waouh, c'est super ». Non. Et ce sont deux films de femmes sans les sexualiser, et en plus, qui sensibilisent les hommes. Et pourtant, quand on prend le premier film, donc Thelma et Louise, c'est MeToo, 25 ans avant MeToo. C'est peut-être même le film qui est l'emblème de ça. Et c'est un film qui existe depuis 25 ans, qui a été fait je crois en 91 et 92, qui est scénarisé par une femme, qui a même obtenu l'Oscar pour ça. Callie Khouri for Thelma and Louise. Hi. Et réalisé par un homme, Ridley Scott. Alors c'est un film qui va vanter en gros le rejet d'une société patriarcale, une société dominée par les hommes, mais c'est fait avec tellement d'intelligence, avec tellement de subtilité, par revenir sur la critique du film, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, que ça en fait pour moi un des plus grands films justement sur cette question. C'est un film où par exemple, on va t'expliquer que le viol, c'est pas quelque chose comme ça qu'on peut prendre à la légère. Et je dirais qu'en 91, 25 ans avant MeToo, c'est pas qu'on prenait ça à la légère, en tout cas pour certains hommes, ils ne prenaient pas ça à la légère, mais disons qu'on n'avait pas encore cette question-là vraiment, c'est-à-dire que c'était une question qui revenait. Il y a la scène totalement emblématique là-dessus, c'est quand Thelma manque de se faire violer par un mec dans un bar, tu as Louise qui va évidemment intervenir, qui va braquer le mec, et le mec va lui sortir d'une façon mais totalement comme ça, genre il va lui dire « Oh tu sais c'était pour se marrer quoi ». Et Louise va lui répondre « Oui mais quand une femme gueule comme ça, tu vois, elle se marre pas ». Et ça donne aussi une justification au personnage de Louise, pourquoi elle le braque et pourquoi elle va le tuer à la finale ce mec et pourquoi elles vont partir en cavale. C'est parce qu'on va apprendre plus tard que le personnage de Louise s'est fait violer. Voilà. Donc ça donne en plus une justification à ce personnage de faire ça. On voit bien que là que le scénario est extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit, c'est pas... on met pas les choses histoire de les mettre, on les met toujours en justification par rapport à des événements passés pour rendre crédibles les actes même de ces personnages. Ce qu'on va retenir de cette scène, c'est quand une femme dit non, c'est non. C'est pas parce que c'est une femme que d'un seul coup, toi en tant qu'homme, tu dois avoir une supériorité et prendre cette femme comme un pur objet, de faire absolument ce que tu as envie de faire et de te dire bon après tout ça va, c'est pour m'amuser. Peut-être que toi tu le vois comme un amusement, mais ce qu'elle te dit c'est que la personne en face, elle le voit très clairement comme un calvaire, voire un cauchemar.
Alors c'est un film, il faut savoir, quand il est sorti, il a fait polémique à l'époque. Eh oui, il a fait polémique parce qu'il y a des hommes qui ont considéré, peut-être même des femmes, qui ont considéré que ce film était clairement trop à charge à l'encontre des hommes. Dans le film, les hommes sont montrés comme quasiment tous des salauds, à l'exception évidemment du flic joué par Harvey Keitel, qui lui va être nuancé, et c'est pour ça que j'insiste sur la qualité de ce film, parce que ce n'est pas un film manichéen pour moi. Et il y a aussi le rôle joué par Michael Madsen, qui joue le rôle de l'amant de Louise un petit peu beauf, mais aussi en nuance. Mais par contre, c'est vrai que la majorité des hommes sont montrés soit comme des abrutis. Tu as le fameux camionneur sur lequel les deux filles vont se venger en lui explosant son camion et tout ça. Tu as le mec qui manque de violer Thelma. Tu as le personnage de flic, pareil, qui est totalement ridiculisé. Donc tu vois bien que là, les hommes, clairement, il y a une charge, mais de toute façon, le film est fait pour ça. Non pas forcément pour se libérer d'une domination masculine, mais pour se débarrasser de tout ce qui est symbolique avec la société patriarcale. Donc c'est intéressant. Mais c'est fait d'une manière si intelligente, si brillante, que moi, c'est vraiment un des films que je retiens vraiment dans l'histoire du cinéma. Alors le deuxième film que je voulais aborder et qui correspond pour moi aussi un petit peu à ces terres MeToo, et je ne sais pas si c'est un film qui plaira au féminisme, mais en tout cas moi c'est un film qui me plaît. C'est un film qui s'appelle Les Accusés, réalisé par Jonathan Kaplan, scénarisé aussi par un homme avec Jodie Foster et Kelly McGillis. Alors c'est un film sorti en 86 et c'est l'histoire d'une fille jouée par Jodie Foster qui va subir un viol collectif et qui va devoir se battre aux côtés d'une avocate pour faire tomber les fameux mecs qui l'ont violée. En gros, ça va être ça l'histoire des accusés. Déjà, c'est important de comprendre que Kelly McGillis, donc qui était une actrice américaine qui avait joué dans Witness, elle a accepté de faire ce film, elle était convaincue de faire ce film parce que dans la vraie vie, elle a subi elle-même un viol. Et si je dois faire une petite parenthèse de pourquoi tu dois voir ce film, aussi parce que la musique est composée par Brad Fiedel, et Brad Fiedel, c'est le compositeur de Terminator 1 et Terminator 2, donc rien que pour ça, tu dois voir le film. Non, mais blague à part, c'est en gros le combat de deux femmes que tout va opposer. D'un côté, tu as Jodie Foster qui, elle, subit le viol, mais qui est une fille un petit peu prolo, etc. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir Kelly McGillis, l'avocate, qui, elle, est d'un autre rang social. Et ça va être, oui, l'opposition, en fait, entre ces deux femmes. On pourrait croire que, justement, ces deux femmes vont s'allier, et tout ça, machin. Et en fait, elles vont être assez distantes l'une de l'autre, elles vont se jauger, elles vont pas être d'accord sur les procédures à suivre et tout ça. C'est absolument passionnant tout ce qu'on voit dans Les Accusés. C'est-à-dire que c'est un film qui va se construire autour justement des conséquences de ce viol et de l'accusation à mettre en place par rapport aux 5 mecs qui l'ont violé collectivement. Tu vas avoir d'un côté le combat de l'avocate, donc interprété par Kelly McGillis, qui va devoir se battre dans un univers où on va lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'elle mène à bien son accusation. Et de l'autre côté, tu vas avoir une Jodie Foster qui, elle, va devoir se reconstruire par rapport à ce qu'elle a subi. Donc c'est absolument passionnant le parcours de ces deux personnages. C'est un film de femmes, oui, mais c'est un film qui ne va pas laisser insensibles les hommes non plus. C'est un film qui doit même, à mon sens, les concerner. Tu as une scène qui est insupportable, qui est nécessaire mais clairement insupportable parce que c'est un film qui va à un moment donné revenir sur le viol en question, c'est-à-dire à travers un flashback. Pour ceux qui l'ont vu, je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu, ça spoil dans tous les sens, je sais, mais je suis obligé pour appuyer mes arguments de parler de ce qui se passe dans ces deux films parce que sinon je pourrais pas en parler. Il y a cette scène qui dure, je sais pas, peut-être entre 8 et 9 minutes, je sais plus combien de temps elle dure. C'est une scène insupportable et pourtant nécessaire parce que il y a deux sentiments qui vont se dessiner dans cette scène et elle est super importante. Tu as en gros une Jodie Foster complètement pétée, comme Kelly McGillis va lui dire d'ailleurs au début du film, vous étiez provocante, est-ce que vous avez aguiché ces mecs-là pour qu'il se passe ça? Ça, c'est ce que même Kelly McGillis, donc une femme, va lui dire. Et le truc, c'est que toi, c'est ce que tu vois dans la première partie de cette scène. Tu vas voir donc une Jodie Foster pétée, bourrée, en train de danser comme ça, assez lascivement, etc., etc. Et puis, va s'en suivre cette scène de viol collectif. Et cette scène de viol collectif, elle dure. Le réalisateur décide de te la faire durer. Et elle est insupportable. Elle est insupportable. Et pourtant, il faut la regarder. À aucun moment, tu vas te dire, après tout, elle est peut-être juste là pour s'amuser. Après tout, peut-être qu'elle voulait se taper juste un des mecs et peut-être pas vivre un viol collectif, tu vois. Et s'ensuit cette scène de viol qui dure. Et là, ça remet tout en question. C'est-à-dire que le fait de voir ça, de voir de fait le crime qu'elle subit, parce qu'on peut appeler ça un crime, très clairement, en tout cas, la façon dont c'est montré dans le film, voilà quoi. C'est vraiment chargé. Ce qu'elle subit, le calvaire, le cauchemar éveillé qu'elle vit,
te refaire mettre tout en question. Quoi qu'elle ait fait, peut-être même quoi qu'elle ait provoqué, quoi qu'elle ait, je sais pas moi, dit comme mot, j'en sais rien. Rien, mais je dis bien rien, absolument rien, ne peut justifier ce qu'elle subit pendant ces 8 minutes que dure ce viol collectif. Mais absolument rien. Et c'est en ce sens-là que j'adore ce film. C'est un film qui te fait véritablement prendre conscience. C'est un film qui est brut, c'est une scène qui est brutale. Et je pense qu'il faut montrer cette scène. Il le fallait. C'était important. Pour dire, regardez, quand une femme subit un viol, qu'il soit collectif ou pas collectif d'ailleurs, regardez ce que c'est. Regardez la cruauté. Regardez la cruauté et regarde-la bien en face. Et c'est ce que te montre le réalisateur. Donc ça, c'est super important. C'est une scène pour moi majeure. C'est une des scènes peut-être même pour moi les plus importantes de l'histoire du cinéma. C'est pas du voyeurisme mal placé. Je ne le vois absolument pas comme ça. Dans le contexte du film, c'est super important de le montrer. Et dernière scène qui me fascine dans Les Accusés, c'est vraiment très très court. C'est juste un chant contre chant, voire même un chant contre chant sans parole. C'est à partir du moment où ils ont fait tomber ces fameux accusés, où les accusés vont aller en prison, il y a un chant contre chant entre un des témoins qui a assisté lui à ce viol collectif mais qui n'y a pas participé et qui lui va faire que en partie les deux femmes vont gagner leur procès. Et il y a cet échange de regards entre Kelly McGillis et ce jeune homme, le jeune homme qui sourit, et Kelly McGillis qui le remercie. Pourquoi j'aime cette scène ? Parce que c'est une façon de ne pas exclure les hommes malgré ce que des hommes ont fait à cette fille. Ce qui est important dans cette scène, c'est qu'on n'est pas dans l'exclusion. On est justement dans le remerciement. Et pourtant, lui, c'est un homme. Et pourtant, on va le remercier à la fin parce qu'il leur a permis de gagner, en tout cas en partie. Oui, Les Accusés, c'est un film féministe, mais une fois de plus, pour moi, c'est un film intelligent, subtil, nuancé, et qui n'est pas que bourrin et revendication à la con. Mais je suis désolé pour les spoilers, mais même en ayant spoilé, il faut voir ces films, ça ne te gâchera pas le contenu, ça ne te gâchera pas l'idée du film, ça ne te gâchera pas le discours, les discours de ces deux films. Alors maintenant, on va parler du deuxième film, donc celui-là qui va faire un petit peu plus grincer les dents, donc c'est La fièvre au corps, sorti en 82 avec William Hurt et Kathleen Turner. Le truc, c'est que c'est réalisé par Lawrence Kasdan, écrit aussi par Lawrence Kasdan, et pour ceux qui ne savent pas, Lawrence Kasdan, c'est le scénariste de L'Empire contre-attaque et également des Aventuriers de l'Arche perdue, et il aura aussi réalisé plein d'autres films dans sa carrière, plus ou moins intéressants. Et La fièvre au corps, c'est intéressant parce que c'est un film qui reprend les codes des films noirs des années 40-50, dans lequel tu as un détective privé qui va tomber sur la femme fatale, la vampe, qui va manipuler le mec, etc., etc. Et La fièvre au corps, ça reprend complètement ces codes-là, sauf que c'est transposé dans les années 80. C'est un film admirablement bien réalisé, superbement bien écrit, l'intrigue est très très bien construite, et c'est un film où on va mettre en avant, évidemment, le corps de la femme, notamment celui de Kathleen Turner, qui en 82 était plus que magnifique. Elle jouera 2 ans plus tard dans À la poursuite du diamant vert, où elle joue pas du tout dans le même type de rôle. C'est une femme beaucoup plus fragile, c'est une femme qui est représentée de façon un peu plus humaine, entre guillemets. Et puis elle jouera aussi dans La guerre des roses avec Michael Douglas, où là elle va carrément jouer le rôle de la femme qui veut divorcer, qui veut prendre son indépendance, etc., etc. Là, on est dans le registre de la femme fatale. Et c'est peut-être ce registre-là où vont attaquer, par exemple, les plus durs des féministes. C'est-à-dire qu'elles vont nous dire, en gros, ce qu'elles reprochent, c'est que ce genre de film n'est là que pour mettre en avant le fantasme masculin. On nous sexualise à fond une femme, et puis le film est du point de vue de l'homme. Et c'est pas faux, puisque La fièvre au corps est racontée du point de vue de cet avocat miteux qui va rencontrer cette femme fatale qui veut se débarrasser d'un mari gênant. En gros, c'est ça La fièvre au corps. Et toute l'intrigue va s'articuler autour de ça. Donc les féministes vont expliquer qu'en gros, ce film, pour elles, c'est pas valable parce que ce n'est là que pour flatter les fantasmes masculins, etc. Et puis que la femme est filmée comme un objet. Alors, si je peux être un peu d'accord sur cette question-là, c'est vrai, on va pas se mentir. Quand par exemple on prend des films comme Kill Bill, on prend des films comme Alien 1, peut-être pas le 2, puisque dans Alien 2, je rappelle quand même que Sigourney Weaver est à la tête d'un commando d'hommes, et qu'en plus, elle se révèle être une vraie mère par rapport à la fille qu'elle va trouver dans l'épave et tout ça. Mais dans le premier, les féministes vont bondir, parce qu'effectivement, même si c'est elle qui tue l'alien et tout ça, elle va se retrouver en petite culotte et compagnie, donc une fois de plus, l'héroïne est totalement sexualisée. Si je prends le cas de Kill Bill, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une fille, oui, combattante, et si on peut le voir, et moi comme je le vois d'ailleurs, Kill Bill, c'est une femme qui s'émancipe également, c'est une fille qui n'a pas besoin des hommes pour commettre des actes violents, et pour exister, j'ai envie de te dire, on va sexualiser, Tarantino va sexualiser son héroïne. Donc
oui, c'est vrai, il y a une part de fantasme masculin dans ces films-là qui mettent en avant des héroïnes combattantes, badass et tout ça, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, nous les mecs, ça nous plaît bien quand même. Bon, mais ça ne peut pas se résumer qu'à ça. On ne peut pas juste voir ces films-là que par ce prisme-là. Il y a aussi une question d'esprit, il y a une question de la femme aussi qui peut dominer l'homme, et on le voit dans La Fièvre au corps, c'est une femme qui a de l'esprit, excepté le fait effectivement qu'elle soit un peu vénale, mais le mec l'est aussi, il est tout autant en fait. Le personnage de William Hurt dans La Fièvre au corps est tout autant vénal que le personnage de Kathleen Turner. Et puis, Lawrence Kasdan va essayer de filmer les corps un petit peu à égalité. C'est-à-dire qu'on voit des fois, je sais pas, en plan moyen, on va voir le dos de William Hurt, par-dessus va se rajouter le dos nu de Kathleen Turner. Le truc, c'est qu'après, Lawrence Kasdan ne va pas pouvoir s'empêcher, évidemment, d'insister sur le corps de Kathleen Turner qui va réellement filmer en gros plan. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc oui, on est encore là dans la part du fantasme masculin, mais en même temps aussi, on est dans un personnage féminin qui va prendre le dessus, qui va manipuler. Mais alors là, les féministes vont te dire, bah oui, mais alors tu vois, tu montres les femmes comme des super belles plantes et manipulatrices. Oui, mais c'est quelque chose qui peut exister dans la vie. Les femmes peuvent être aussi manipulatrices que les hommes. Voilà, c'est tout. Et ça peut être représenté de cette façon-là au cinéma, mais je peux te citer aussi une tonne de films où les hommes sont des manipulateurs et en même temps des beaux gosses. Il y a aussi des films où la part de fantasme féminin va pouvoir s'exprimer. Et moi, ce qui me fait un peu peur des fois dans le combat des féministes, c'est que j'ai l'impression qu'on va voir réapparaître une sorte de code. Le code, le fameux code qu'on a vu apparaître dans les années 30. Donc ce code, il a été appliqué de 1934 à 1966. Ce texte fait suite à de nombreux scandales entachant l'image de Hollywood. Donc là, on est en plein dans cette période, nous en 2020. Bon. Il s'agit d'un exemple d'autorégulation. La perversion sexuelle est bannie, l'adultère aussi, car il faut promouvoir l'importance de la famille. Alors, très clairement, on est dans deux revendications différentes. C'est-à-dire que si le code qui date de 1930, il y avait cette revendication de « il faut montrer les valeurs familiales, donc on ne peut pas montrer l'adultère, etc. etc. », il va falloir cacher le corps des femmes parce qu'on ne peut pas montrer la perversion, parce qu'il y a tout un aspect puritain en fait qui va s'installer. On voit qu'en 2020, ce ne sont clairement pas les mêmes revendications. Là, pour le coup, les revendications sont tout autres, c'est-à-dire que l'idée est de montrer le corps de la femme de manière totalement différente et de ne plus la montrer comme un espèce d'objet à fantasme. Et pourquoi pas revenir à un fameux code, pas pour les mêmes raisons, bien sûr, mais à ce fameux code où finalement, on ne montrerait plus les femmes de la même manière, c'est-à-dire qu'on cacherait, en fait, je sais pas moi, des parties de l'anatomie, que ce soit d'ailleurs de l'homme ou de la femme, et ce que moi je trouverais extrêmement dommageable. C'est-à-dire que pour moi le cinéma c'est aussi l'art du fantasme. Ce n'est pas juste l'art de savoir raconter une belle histoire, ce n'est pas juste l'art d'avoir des bons scénarios, c'est aussi l'art du fantasme. Oui, il y a une part de fantasme quand tu vas au cinéma. Il y a une part de rêve qui s'accompagne en fait de cette part de fantasme. Si tu enlèves cette part de fantasme, mais que ça concerne, je dis bien, les hommes et les femmes, pas juste les femmes, attention, pour moi, tu dénatures en partie ce que vont être certaines œuvres. C'est-à-dire que certaines œuvres n'auront pas la même puissance. Si tu prends par exemple La Fièvre au corps, si tu ne montres pas en quoi elle est belle physiquement, ça me paraît compliqué que toi en tant que spectateur, tu puisses avoir le même fantasme que le mec. Mais c'est exactement ce que vont te reprocher les féministes. Mais moi j'ai envie de te dire qu'il y a des séries écrites par des femmes, notamment je pense à Outlander, donc un roman écrit par une femme, où là, toute la part de fantasme féminine va se révéler. Cette histoire, elle est racontée du point de vue d'une femme. Elle va se retrouver dans l'Écosse en 1700 et quelques. Et elle va tomber sur le beau Jamie. Pour ceux qui ont suivi la série, vous savez de quoi je parle. C'est une série qui est à 90% suivie par des femmes. Et Jamie, très clairement, dans cette série, il a le rôle d'homme-objet. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'est un homme-objet. Alors, ça va au-delà, si tu veux, du physique, parce qu'il a un côté protecteur, parce qu'il a un côté justicier, parce que ci, parce que ça. Mais quand même, il y a le physique qui compte. Et Jamie, je peux vous dire, quand vous voyez sur des trucs, des pages de fans d'Outlander, t'as toutes les nanas qui sont en train de s'extasier devant le beau torse de Jamie. Mais c'est pas grave, tout ça. C'est juste la part de fantasme féminin qui s'exprime. Ça fait partie de l'art des séries télé, ça fait partie également de l'art du cinéma, cette part de fantasme. Si tu l'enlèves, si tu veux montrer les corps différemment, pour moi, tu dénatures une partie de ce que représente le cinéma. Et donc, cette histoire de code me fait un peu peur. Je ne dis pas que ça va arriver, mais à force de revendications, à force de choses comme ça
Ça pourrait arriver, ouais. On pourrait avoir un nouveau code de censure. Le cinéma s'auto-censurant, mais pas pour les mêmes raisons. Alors il y a le cas intéressant d'une féministe bien convaincue qui s'appelle Iris Bray, qui est essayiste, qui est critique de ciné aux Inrocks et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le regard féminin, une révolution à l'écran », dans lequel elle nous invite à repenser la façon de représenter les femmes au cinéma, de réinventer les codes sur cette question. Donc moi, je suis un petit peu plongé un peu dans ce qu'elle était, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup d'interviews, je ne peux pas vous les ressortir là parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes, mais c'est assez intéressant ce qu'elle dit, même si moi, je vais être à 90% pas d'accord avec ce qu'elle raconte. Mais c'est intéressant de voir ce qu'elle dit sur justement cette représentation du corps féminin au cinéma. Et je vais citer un de ses passages par rapport à Titanic. Non, parce qu'en fait, tout le récit, c'est du point de vue de Rose. En fait, on est dans un flashback, on est avec cette voix off. Quand elle décide que Leonardo DiCaprio va la peindre nue, c'est elle qui décide. La manière dont elle est filmée dans cette scène, elle n'est jamais objectifiée, elle est toujours sujet, désirant. Même la scène de sexe est très belle dans ce film. Et ça a fait culture, ça nous a tous marqués. Donc... Alors moi, c'est quelque chose qui me sidère, tu vois. C'est-à-dire, dans ce qu'elle dit, finalement, elle ne valide Titanic parce que c'est un film raconté du point de vue féminin. C'est-à-dire que pour elle, si c'était raconté du point de vue de Leonardo DiCaprio, le film n'aurait pas la même puissance émotionnelle. Pourtant, il raconterait exactement la même histoire d'amour. Ce serait aussi puissant dans le jeu des acteurs, ce serait aussi puissant dans la mise en scène, c'est James Cameron qui est derrière. Sauf qu'on sait que James Cameron est quelque part un féministe convaincu, pas autant effectivement que certains féministes complètement tarés. En tout cas pour moi il l'a prouvé en mettant vraiment les femmes au centre des débats dans quasiment tous ses films. Et le truc c'est qu'elle nous dit en gros qu'elle ne valide Titanic parce que c'est Rose qui a décidé par exemple de poser nue. La scène de sexe du coup est formidable. Mais donc tu te dis, ouais mais si c'était raconté du point de vue de DiCaprio en fait, si c'était DiCaprio qui lui avait demandé de poser nue sans faire le forceur, sans insister, est-ce que ça serait passé? Je suis sûr qu'elle te dira, non, là, ça passe pas, parce que c'est un homme qui a demandé à Kate Winslet de poser nue. Ok, tu vois, où va ce genre de réflexion? C'est là où moi je me dis, il y a quelque chose de pas très logique là-dedans en fait. Il n'en reste pas moins que dans cette scène, avec un soupçon d'érotisme, tu vois le corps de Kate Winslet à moitié nu, quoi. Bon, mais tout ça parce que c'est une femme qui l'a voulu dans le film, ça y est, c'est valide. Ok, bon, mais ça pour moi c'est plus un point de vue de féminisme politique et qui finalement entrave, à mon sens, la véritable démarche du cinéma. En fait, tout ne se résume qu'à une question de point de vue féminin, masculin, c'est-à-dire que tu peux montrer les pires des choses, si à partir du moment où c'est du point de vue féminin, c'est bon, ça passe. Je sais pas, moi je suis pas très convaincu par cette théorie, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment je suis pas convaincu de ça. J'ai tendance à penser que le cinéma c'est justement un art où tu as deux sensibilités qui se confondent, la sensibilité masculine et féminine qui n'est pas forcément la même, mais c'est justement ce qui fait que c'est beau, c'est que tu as justement des fois des réalisateurs hommes qui sont accompagnés de scénaristes femmes, ou l'inverse, je sais pas moi, des Catherine Bigelow réalisatrices femmes, et qui sont accompagnés de scénaristes hommes. Il y a deux sensibilités qui s'affrontent et qui font des fois la richesse aussi d'un film, grâce à ces deux sensibilités différentes. Ce que j'aime pas dans ce discours des féministes acharnées, c'est que il y a de facto l'exclusion des hommes. C'est-à-dire que il faut que maintenant les femmes soient entre elles, quoi. Et donc elle va par exemple te citer l'exemple de Portrait de la jeune fille en feu, que je n'ai pas vu, réalisé par Céline Sciamma, où elle t'explique que là c'est totalement valide parce que c'est l'histoire d'amour entre deux femmes qui sont totalement à égalité dans leur nudité, etc. etc. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Et je ne dis pas qu'il ne faudrait pas plus de films comme ça, bien sûr. Il en faut des films avec un regard féminin sur des femmes. Bien sûr qu'il en faut peut-être même plus. Mais je n'aime pas cette idée de se dire, à partir du moment où il y a un homme dans l'histoire, ça y est, tout s'effondre, quoi. Parce qu'on va parler tout de suite de supériorité masculine, parce qu'on va parler de dominance, etc., etc. Je n'aime pas du tout cette façon, en fait, de mettre les choses comme ça, de diviser les gens. De diviser, voilà, alors, les femmes dans une case, les hommes dans une autre. J'avoue que c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et le problème de ces féministes acharnées, c'est qu'elles veulent tendre, à mon sens, à ça. Et vraiment, je parle de ces féministes-là, parce qu'il est hors de question de dire que la majorité des femmes sont comme ça, et honnêtement, beaucoup de femmes ne sont pas comme ça. Beaucoup de femmes
aiment les histoires d'amour. Elles peuvent aimer des histoires d'amour, je sais pas moi, entre deux femmes, entre deux hommes, mais elles peuvent aussi aimer les histoires d'amour totalement hétérosexuelles, entre un homme et une femme. Elles ont aucun problème avec ça. Et je recite l'exemple d'Outlander. Outlander, ça plaît aux femmes, et pourtant c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, voilà. Et elles ont leur part de fantasme avec le beau Jamie et son beau corps et tout ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de gênant, en vérité, dans cette histoire. Voilà en gros ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est en citant des exemples de films totalement différents, des films où on va mettre des femmes qui prennent le dessus, comme La fièvre au corps, et à contrario, des films qui vont mettre en avant des femmes, peut-être un peu victimes, c'est vrai, mais qui veulent aussi se débarrasser de la société patriarcale. Tout dépend de la manière dont c'est fait, si c'est fait intelligemment, si c'est fait voilà, avec nuance, avec sensibilité, moi je signe pour tous ces films-là, bien sûr. Et bien sûr qu'on en veut plus des films comme ça, mais à condition que ce ne soit pas avec un message martelé, asséné, de façon unilatérale, où l'homme serait totalement exclu. Ça pour moi, ça s'apparente plus à de la pure politique, bien plus que du cinéma. Le cinéma évidemment, c'est politique également, mais on ne doit pas non plus oublier la dimension artistique des choses. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans les liens qui soutiennent la chaîne, les liens Tipeee, les liens Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!